Monsieur Johnny Frachier, comment allez-vous? Bah, ça va, merci pour l'invitation. Merci, avec plaisir. Tu peux me permettre de te tutoyer? Bien sûr, bien sûr. En Bon, plus, tu t'entraînes au club, donc il n'y a pas de problème. comment ça va? Comment ça se passe? Bon, grosse journée de boulot encore, j'imagine. Ouais, ouais, je viens de finir. Bah, c'est cool, c'est cool. Après, moi, j'avais jamais fait je crois que j'avais jamais fait de live Twitch, donc c'est chouette. Bon, bah, j'espère que t'es pas trop déboussolé, trop perdu. Normalement, Moi, ça va. je suis un ancien, ça, tu sais. Ouais, je sais. Bon, normalement, ça va. Il y aura pas grand-chose de méchant. Pour te faire simple, je pense que ça va durer bon, 30 minutes à tout casser. Je vais te poser des Ouais, questions principalement bah, sur tes combattants, forcément, ouais. sur l'US Métro, et puis forcément, ce qui intéresse tout le monde, un petit peu la suite pour chacun de tes combattants, que ce soit amateur ou professionnel. Et bon, les gars, je tiens à vous le dire, hein, je sais que Johnny, il veut pas forcément. Pour l'avoir en interview, les gars, il faut transpirer. Il faut transpirer parce qu'il veut vraiment pas se mettre en avant. Il préfère largement donner la lumière et laisser la lumière à ses combattants. Donc déjà pour ça, gros respect. Je pense que ça va plaire à pas mal de personnes ici. Gros respect pour ça. Et pourtant, on en aurait des choses à dire juste sur ta carrière, hein, déjà, tout simplement, Johnny. Bah, en fait, je pense que le coach doit rester concentré sur son travail de coach. Mhm. Et puis, bah, quand tu es coach, c'est pas toi qui prends les coups. Donc, à part. Et puis, le temps passant, je me suis rendu compte que bah, c'est mieux de parler quand on me pose des questions. Si on ne me pose pas de questions, je vais pas. J'essaie de pas prendre attention sur moi. Et le travail d'un coach, c'est déjà compliqué parce que tu dois analyser les vidéos des combattants, tu dois trouver des programmes pour améliorer chacun des athlètes, etc. Donc, ça fait déjà beaucoup de taf, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et bah, déjà, je tiens encore une fois à te remercier pour le temps que tu nous accordes, hein. Pour vous faire simple, il vient de rentrer du boulot, les gars. Donc, franchement, Non, je suis même pas rentré en ah fait. bah J'y voilà, suis. bah tu vois, encore en plein boulot. Donc, c'est vraiment un honneur. Merci encore, merci beaucoup, Johnny. Je suis au club, regarde. Hop là, regarde. Je Ah suis au ouais, taf, tu vois, je suis à l'ES Métro, tu vois la ah cage ouais, derrière. clairement, ouais, 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 clairement. Comme quoi, les gars, allez le remercier, allez remercier, bah, allez donner de la force simplement, que ce soit à Johnny ou à ses athlètes. C'est comme ça que ça fonctionne dans le MMA. Encore merci, et puis on va passer aux questions pour éviter de te faire perdre trop de ton temps. Non, au contraire, c'est cool, t'inquiète, hein, j'ai du temps, t'inquiète pas. Ok, ça marche, parfait. Déjà, moi, j'avais une première question pour parler un petit peu de toi. Bon, on sait que tu as t'as eu un rôle en tout cas important aux IMAF au sein de la fédération, et d'ailleurs, tu as toujours un rôle au sein de la fédération. Est-ce que tu peux juste un petit peu nous Ouais. éclaircir sur ton rôle et ton importance au sein de la fédération de MMA? Alors, moi, je suis responsable de la partie des grades techniques, donc les passages de grade en France. Et j'interviens aussi sur les formations. Ça, c'est au niveau de la Fédé. Après, j'ai plein d'autres petites tâches. Euh, et au niveau des IMAF, je suis head coach en l'absence de Lionel Brézéfin. Enfin, quand il est là, c'est lui le coordinateur, le team leader, comme on dit. Et Mhm. moi, je suis head coach. Je parle avec les deux autres coachs qui sont Christophe Dafreville et Nicolas Hoth, qui sont des coachs émérites et combattants émérites. On a une vraie équipe pour ces championnats de France, enfin ces championnats du monde, ces championnats IMAF. Et moi, je donne mon avis, je coordonne un petit peu, j'essaie que tout se passe bien. S'il y a un athlète qui se blesse, je l'accompagne. Euh, J'essaie d'organiser tout ça. Donc c'est un travail, c'est assez organique en fait. Je parle Ouais. avec tout le monde, j'impose rien, je propose et ça se passe très très bien. Voilà, en gros, c'est mon taf. Je suis head coach, on va dire. Ok, ça marche. Ok, t'as un petit coucou de Hugo Vidal qui nous a rejoint sur le live qui a dit c'est vraiment le plus beau ce Joe. Deuxième petite question pour faire encore un petit peu la suite logique sur ces IMAF. Comment se passe la sélection des combattants? Bon, moi je le sais, mais pour un public un peu plus large, est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer comment ça se passe exactement? Alors, sur les premières éditions, on avait travaillé seulement avec les champions de France. Et si le champion de France passait pro ou alors qu'il était blessé, il n'était pas disponible, on prenait celui qui était juste en dessous, donc le numéro 2. Ensuite, cette année, on a eu la chance d'avoir plus de places et un peu plus de budget. Et aux IMAF, il y a des exigences de temps, des exigences d'argent et des exigences aussi de bah, en gros, faut s'inscrire très vite. Et il y avait quelques catégories où il restait de la place, notamment dans les catégories euh,
66, 77, ouais, 66, 77, et c'est 66, 77, et la catégorie de Souil, c'est 61 61, ouais. en junior. Et du coup, on a pu mettre deux athlètes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait déjà les numéros 1 du classement du championnat de France. Et on a pris les numéros 1 du ranking. Parce qu'il y a deux choses en FMMAF. On fait le championnat et en même temps un ranking pour récompenser ceux qui combattent beaucoup, qui se déplacent beaucoup. Donc, c'est cool parce qu'on avait le champion de France et en même temps le combattant le plus expérimenté du classement. Ce qui nous permettait d'avoir, sur ces catégories, on a pu doubler, qui nous permettait d'avoir une équipe vraiment homogène. Ouais, ok. Donc c'est vraiment par rapport au, pour préciser, c'est par rapport aux MMA League, c'est pas du tout par rapport aux organisations privées. Voilà, voilà. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura les organisations privées qui organisent avec la FMMF marqueront des points pour entrer dans le classement. Je pense D'accord. qu'un jour, ça sera possible. Mais pour le moment, pour des raisons d'organisation, etc., on travaille que sur la MMA League pour son développement. Là, il y a une date de MMA League tous les mois. Et là, les athlètes vont pouvoir se qualifier. Je pense que le niveau sera très élevé encore cette année. Et à travers le ranking, donc le classement national et les champions de France, on établit les membres de la délégation. Et après, au sein de cette délégation, tous les podiums des championnats de France intègrent ce qu'on appelle un collectif, le collectif France, qui permet, lors des rassemblements, d'avoir pas mal de sparring. Et aussi, si un athlète se blesse, on peut prendre celui qui est classé deuxième, etc. Donc, D'accord. ça nous permet d'avoir une sélection. Et si on voyait qu'un combattant manquait d'expérience sur une compétition ou alors contre-performait et qu'il avait besoin de faire plus d'expérience, on pourrait prendre un autre athlète. Donc ça nous permet aussi de faire une sélection interne basée sur des critères qui sont précis et qui sont pas de la prestation personnelle, mais qui sont vraiment des critères objectifs. Ok, ok, ça marche. Bah, c'est très très clair. Pour revenir maintenant aux IMAF de cette année et le voyage, bon, ça s'est organisé en Albanie, ça a pris place en Albanie. Comment se passe en fait l'organisation? Comment se passe le voyage avec autant d'athlètes, une équipe aussi grande en fait? Est-ce que c'est la fédération qui prend en charge les déplacements, les logements, etc. Ou c'est encore un peu trop frais pour tout ça? Non, non, la fédération prend en charge le déplacement des 13 athlètes, des trois coachs, donc des deux coachs de l'équipe de France, plus le head coach, plus le coordinateur, donc le team leader. Euh, Plus tard, quand on aura, cette année, on n'a pas eu de kiné parce qu'effectivement, il y a des contraintes budgétaires. J'espère que l'année prochaine, on pourra avoir un kiné ou un médecin ou les deux et plus d'athlètes pour pouvoir partir sur les prochaines compétitions. Voilà. Ensuite, donc la Fédé paye tout, le déplacement, l'inscription des combattants, la nourriture, Ok. en fait, tout. Et les athlètes sont pris en charge de A à Z sur leur voyage. Euh, voilà, Et en ça, gros, c'est ça. Ouais. et ça, c'est une nouveauté depuis cette année parce que j'ai cru comprendre que l'année dernière, c'était encore les athlètes qui devaient financer un petit peu leur voyage. Enfin, on m'a dit ça. Non, 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 les athlètes, ils finançaient pas leur voyage. Ils finançaient, depuis les trois passages qu'on a fait, les trois participations qu'on a fait depuis la création de la FMMAF, ça a été la fédération qui a payé. Ok. Parfois, il y a eu des petits problèmes d'organisation, c'est-à-dire par exemple le repas du midi n'était pas pris en charge Ouais. parce qu'on n'avait pas pris la formule, mais tu sais, c'est des petits trucs Ouais, ouais, ouais. administratifs. Mais sinon, on essaie de prendre en charge de A à Z le déplacement de l'athlète pour qu'il ait juste à se concentrer sur sa performance. Et voilà. Ok, ça Ensuite, marche. au niveau de l'organisation, ben, on arrive là-bas. Je peux te dire le planning rapidement, c'est assez simple, hein. On arrive, on a des obligations dès le début avec l'IMAF, donc tu mets les athlètes dans les chambres, Mhm. on voit si les chambrés, tout se passe bien, parce qu'il y a toujours, je veux mettre avec lui, mais nous, on a de la chance d'avoir des athlètes qui sont vraiment, euh, qui savent, qui sont sociables et hyper disciplinés, donc c'est chouette. Ensuite, on donne les heures de repas, on a un planning et tout. Tous les jours de combat, le dimanche, on arrive le samedi. Le dimanche, on a des obligations d'enregistrement. On doit aller chercher les passes, les Ouais. accréditations des combattants, etc. etc. Ensuite, on a le tirage au sort vers 19h auquel on doit Mhm. assister. Une fois que le tirage au sort est arrivé, on rentre à l'hôtel. On commence à analyser les vidéos des combattants qu'on va affronter le lendemain pour créer des stratégies pour être prêt pour les athlètes. On fait des fiches stratégies, on les envoie aux athlètes. Ça, c'est ma partie. Et des deux coachs, Nicolas Haute et Christophe Dafreville, qui font
un super taf. Et puis aussi avec Lionel Brézéfin, qui nous avait montré un petit peu cette méthodologie sur les premières éditions avec la FMF. Parce que lui, c'est lui qui avait détecté euh, Sola et Manon Fiorot. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Ah ouais, bah, Et bonne Axel Sola détection. et Manon Fiorot. Donc, ouais, ouais. Et du coup, après, bah, tous les matins de compétition, tous les jours où tu combats, tu as une pesée à 6 heures. Ouais. Et après, bah, les coachs accompagnent les athlètes, ils reviennent, ils mangent. Le soir, bah, le matin, ils perdent un peu de poids. Après, ils vont à la pesée, ils mangent, ils retournent à l'hôtel. Après, on retourne à l'espace de compétition. On a les ordres de combat, on a déjà les heures. On se prépare, on s'échauffe une demi-heure à 45 minutes avant. Et c'est parti pour une journée comme ça. Et c'est comme ça tous les jours jusqu'à que tu te fasses sortir ou alors tu vas jusqu'à la finale. Donc ça demande une gestion vraiment particulière, une discipline. Et puis c'est bien, on a des coachs qui savent travailler ensemble, Mm. des combattants qui aussi sont très disciplinés, même les nouveaux qui ont intégré la session et qui savent travailler ensemble. Donc ça a été plutôt assez simple cette année. Et bah, tu me fais une très bonne transition sur les coachs, justement. C'était ma question suivante. Comment se répartit les rôles en fait entre tous les trois? Est-ce que chacun s'occupe On sait que toi, tu avais 4 athlètes, il me semble, de l'US Métro. Après, tu es head Mhm. coach principalement de toute l'équipe de France. Alors, Oui. comment est-ce que ça se répartit les rôles à ce niveau-là? Alors, déjà, normalement, on n'a pas d'athlète parce que là, on est pour l'équipe de C'est France, ça. donc on représente vraiment un pays, Mhm. on représente une team, et ça, c'est l'état d'esprit de toutes les délégations. Tu le vois quand tu pars aux images, tu vois que chacun se bat pour son pays, et ça, c'est chouette. Ben, on coach tout le monde, on encourage tout le monde. Bien sûr, tu as toujours des affinités, mais on essaie de passer à côté de ça. Et si, par exemple, on se rend compte que ma méthode de coaching ou la méthode de coaching de l'un est moins adaptée pour l'autre, on essaie de faire au mieux pour l'athlète, tu vois. Ouais. Et autant que faire se peut, on s'adapte aux athlètes et aux facteurs de performance qu'on identifie. Par exemple, si tu as des athlètes qui aiment plus quelqu'un d'être un peu plus moins directive, un peu moins de consignes, plus de consignes, Mhm. plus de ci, plus de ça, et différent, ben on s'adapte à eux pour pouvoir les amener vers la performance. Donc, et puis, avec Lionel, Nicolas et Christophe, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, c'est assez simple. Maintenant, tu as des réseaux sociaux, tu as WhatsApp, on a d'autres outils avec Lionel qu'on utilise pour organiser nos tâches et puis rendre le truc super fluide. Ok, donc c'est pas fixé à l'avance ou quoi. Lui, il sera dans le coin d'un tel ou quoi. Ça se fait vraiment en fonction du feeling avec l'athlète, quoi. Si on le Ok. définit en avance, on se le dit en avance, genre, mais ça peut changer parce que parfois, par exemple, on va dire, tu as Christophe Zafreville qui part coacher quelqu'un et nous, on a un combattant qui combat tout de suite après. Donc, c'est difficile il ne peut pas se dédoubler, quoi. Il ne peut pas être sur deux cages en même temps. Donc, on est obligé d'envoyer un autre coach. Donc, des fois, les plans sont revus et on est obligé de s'adapter. C'est déjà arrivé sur certaines sélections où un combattant va coacher l'autre. Normalement, on ne peut pas. Mais Mhm. là, parfois, tu n'as pas le choix. Ok. Donc, c'est comme ça. Ok, ça marche. Et du coup, bah, tu m'as aussi répondu à la question suivante qui était la journée type d'un coach, mais du coup, c'est assez clair. Tu suis l'athlète du matin au soir, de la pesée Ouais. jusqu'au dodo du soir, quoi, j'ai envie de dire. Pour revenir un petit peu sur bah, les athlètes forcément que tu as préparés, parce que tu as eu des athlètes amateurs que tu as eu à préparer au sein de ton club, l'US Métro. Mhm. Si je dis pas de bêtises de tête, il y a Hugo Vidal, Paul Denis Navero, il y a Wally Tandia et le 4 bah, Souil. Souil, j'ai failli oublier le médaillé d'or. Comment ça se passe la prépa justement à ce niveau-là chez les amateurs? Alors, on essaie de créer un style spécifique amateur parce que ben, le style amateur est de plus en plus différent du style professionnel. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, il y a des protèges tibias, des mitaines plus épaisses, des rash guards, des shorts. Mhm. C'est 3 fois 3 minutes. Il n'y a pas le droit au coup de genou au visage, il n'y a pas le droit au coup de coude, il n'y a pas le droit au clé de talon non plus. Donc, il y a un rythme de combat qui est un petit peu différent, une dynamique de combat qui est différente. Alors, ce qu'on fait, c'est que même si aussi on a beaucoup de pros, on essaie que les combattants amateurs aient leur style et l'habitude de combattre avec les prérogatives de l'amateur. Voilà, Ok. en gros, c'est ça. Sans rentrer trop dans les détails, parce que ça peut être rébarbatif, mais après, pour leur préparation, ben, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que le combattant, 6 semaines avant sa compétition, il a une attention un peu plus particulière. Donc, en fait, on pourrait rentrer sur une zone de spécialisation et ensuite d'affûtage juste avant la compétition. Ça fait comme un entonnoir. Au début, on travaille très large et ensuite, on descend vers le combattant, vers
spécialisation et les spécificités qu'on a identifiées sur le combattant. Après, il y a aussi une adaptation à chaque combattant, C'est puisque ça. ils ont par exemple, tu as Wally qui est plus grand, qui va travailler un truc. Lui, il habite dans le 91, donc il vient parfois, il peut pas venir tous les matins, donc on communique, on essaie de s'agiliser un petit peu sur ses entraînements qu'il fait le soir, etc. Pareil pour Souil, Hugo et Paul. Et du coup, comme on travaille souvent ensemble, tous les trois, on se voit tout le temps et tout, donc c'est assez simple de communiquer. Soussou, c'est encore pire parce qu'on a l'habitude de suivre sur toutes les compétitions auxquelles il a participé. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. On se fait confiance et ça c'est assez fluide. Il a été très, très bien entraîné à ses débuts par ses différents entraîneurs qui sont Samir Faidine, etc. D'ailleurs, qu'on salue et qui a fait un gros travail parce qu'un combattant n'arrive pas à ce niveau-là sans ses coachs qu'il a eu au début. Donc, moi, en fait, je viens et je peaufine, je complémente. Mais il avait déjà un excellent niveau avant pour rendre à César ce qu'il y a à César. Et ça, c'est vraiment important. Samir Faidine, excellent entraîneur. Pareil pour Hugo Viedal avec son entraîneur. Et pareil pour Paul. Donc, je viens et j'apporte. En fait, moi, je fais plus un travail en partenariat. Je leur propose des choses et on avance. Et par accumulation et par répétition, tous les jours, on essaie de les améliorer. Donc, voilà. En gros, on spécialise. On a des thèmes de base, mais on adapte chaque jour par petites touches pour arriver à quelque chose de performant le jour de la compétition. Ok, je suis désolé Johnny si tu me vois sourire de temps en temps. En fait, je pense qu'il y a des gens du club de l'US Métro là dans le chat qui, qui racontent quelques petites bêtises. Il me faut un peu sourire, mais Mais comment on voit? Moi, j'arrive pas à voir. je t'ai envoyé le lien sur Instagram. Mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup d'être vu. Il raconte des bêtises. Pour revenir un petit peu maintenant sur les résultats et les décisions qu'on a pu voir lors des IMAF. J'aimerais d'abord aborder la première décision plus ou moins bizarre et tendancieuse qu'on a pu avoir, c'est celle de Wally Tandia, le combat de Wally Tandia qui s'est fini par une disqualification alors qu'au début il a eu le bras levé quoi. Comment est-ce que vous l'avez digéré cette décision-là et qu'est-ce que tu en penses toi à titre personnel aussi? J'ai lu Denis Cétrilin, sauf combattant. Je sais pas c'est qui mais il Ah, va falloir les attraper eux. le salopard. Alors, pour Wally Tandia, et en fait, c'est particulier parce que lorsqu'un combat n'arrive pas à la moitié de son déroulement euh, et qu'il y a un coup non intentionnel qui cause l'arrêt du combat, normalement, il y a un no contest. Okay. Le problème, c'est que là, ça, c'est les règles dans un super fight. Mais dans un tournoi, c'est particulier. Ils vont regarder si le combattant ne peut pas continuer à combattre. S'il ne peut pas continuer à combattre, ils prennent Wally Tandia, ils le font avancer dans le tournoi. Si le combattant, le lendemain, peut combattre, ils enlèvent Wally et celui qui a supposément commis la faute non intentionnelle, qui a causé l'arrêt du combat, et celui qui l'a subi, s'il peut continuer le lendemain, bah, il continue le tournoi. Mais dans ce cas-là, il y a une erreur de l'arbitre qui a arrêté le combat. Il a dit c'est fini. Et donc, une fois que normalement la décision de l'arbitre est irrévocable, nous aurions dû avancer dans le tournoi. Donc, il y a une erreur aussi là. Le coup était totalement intentionnel, puisque là, non intentionnel, parce que l'adversaire descendait. Donc, il y a eu un couac au niveau du règlement. C'est dommage parce que Wally là, était en train de sortir un adversaire très, très fort en lutte. Et il a montré sa maîtrise de la lutte et son amélioration sur ce domaine, avec des grosses percussions, notamment avec les genoux et des défenses internes. C'est dommage, maintenant on ne peut pas refaire J'étais particulièrement dégoûté pour Wally. C'est un petit du 9-1 que j'aime beaucoup, qui s'entraîne à la team de Zodiac aussi, avec un de mes premiers élèves qui s'appelle Jean-Claude. Et donc il y a une filiation, et voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices. Donc se voir arrêter aussi prématurément lors du tournoi, c'est dommage, parce que je pense qu'il aurait pu aller très, très, très loin. Ouais. Mais c'est que partie remise. C'est quelqu'un c'est un acharné, et il vient tout le temps, donc voilà. D'ailleurs, on le revoit sûrement bientôt sur la carte du PEF ou c'est pas encore booké? Je sais pas encore l'adversaire, mais ouais, c'est normalement, on le voit bientôt. Ok, bah j'ai hâte de voir ça. Je pense que force à son adversaire parce que là, j'imagine la frustration qu'il doit avoir Wally. Ça doit pas être. Ouais, c'est ça. C'est un gros bosseur surtout. Ouais, il est déter. Donc normalement, ça va le faire.
On a eu une autre décision et qui, là, je pense, a beaucoup plus de conséquences. C'est la finale d'Enfin, bah, moi, personnellement, bah, je sais pas si vous étiez au courant, mais bon, je diffusais entre guillemets les IMAF, donc on était souvent des centaines et des centaines à regarder ça ensemble. Et au moment de la décision, on était déjà en train de célébrer. On était déjà en train de célébrer la médaille d'or, et je pense que la plupart d'entre vous, dans votre tête, c'était déjà limite réglé. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu pensais de la décision et qu'est-ce que tu voyais justement du résultat avant que la main de l'adversaire soit levée? Euh, le maître mot en MMA, c'est dégâts et donc damage. Elle avait fait beaucoup plus de dommages. Exactement. Moi, je suis très dur avec les athlètes en général. C'est-à-dire que si c'est serré, je vais dire c'est serré. Mais là, pour moi, c'est clair, elle avait gagné. Elle a gagné. C'est une décision pour laquelle on a porté réclamation, sachant que normalement, il n'y a pas de réclamation. Il n'y a pas de réclamation dans les. Attends, 10 secondes. Il faut que je branche le truc. Voilà. Il n'y a pas de réclamation dans dans le. Attends, je regarde juste si ma batterie elle fonctionne. Ça marche, l'ordinateur, pour pas que ça coupe. Ouais. Voilà, ouais, c'est bon. Et donc, il n'y a pas de réclamation dans les combats de MMA. Les seuls cas où il y a une réclamation, c'est si l'arbitre n'a pas vu quelque chose, un élément du combat qui a qui a eu une conséquence sur le déroulement du combat et sur son résultat. Et là, c'était le cas. Non seulement pour moi, le pointage des points ne correspond pas à ce qui s'est passé, mais en plus, il y a eu une faute matérielle, c'est-à-dire que le protège tibia est descendu sur la cheville, ce qui a créé de l'adhérence et qui a empêché Delphine et a favorisé surtout son adversaire de sortir du calque de l'écrasement de mollet. Et bah, ça lui a donné, ça a peut-être donné le deuxième round à son adversaire à cause de ça, alors qu'elle avait indiqué avant à l'arbitre que son protège tibia avait bougé. Donc normalement, dans une phase d'arrêt de distance où les deux combattants ne se touchent pas, on arrête, il remet l'équipement, après ça repart. Donc déjà, là, il y a, selon le règlement, il y a sujet à réclamation. Donc ça a été envoyé, on insiste, on va envoyer une autre réclamation, mais je pense qu'il ne faut pas rêver non plus. Ouais. Je pense qu'ils vont pas revenir sur la décision. Maintenant, nous, on sait, pour moi, elle est championne du monde. Et je ne me permettrais pas de dire ça si c'était kiff-kiff. Bien sûr, bien Non, sûr. c'est un autre niveau. Elle avait vraiment un autre niveau. Nicolas, tu as fait un gros travail. Son entraîneur de boxe anglaise a fait un gros travail. Elle a gagné le combat. Clairement. Et elle est championne du monde. Donc, elle va passer pro là, normalement. Voilà. Pour moi, c'est comme si on avait 2 médailles d'or. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais, exactement, je suis d'accord, on est tous d'accord avec toi. De toute façon, c'est clairement un vol, un braquage même, je dirais, au-delà du vol. Et on lui souhaite bah, du coup le meilleur. Tu l'as dit, tu m'as devancé sur la question. La suite pour elle, du coup, c'est début pro, j'imagine. Ouais, bah après, il faudra lui demander. Ouais, c'est Peut-être que ça. je devais pas le dire. Je sais pas, peut-être j'ai fait une Non, mais gaffe, mais je crois qu'elle l'avait dit. Je crois qu'elle l'avait dit, qu'on je le crois savait. qu'elle l'a dit, ouais. Ouais, ouais. Ok, C'était son objectif, c'était ça. Donc, elle va passer pro et elle va aller très loin en professionnel. ok. Pour revenir un petit peu sur la suite de tes athlètes à toi à l'US Metro, Hugo, Paul, Souil et Wally. Bon, Wally, on en a parlé. Normalement, ça devrait être le PEF. Pour Hugo, Paul et Souil, j'imagine que forcément, il y a peut-être les Europes en tête en février. Même pour Wally, je pense que bah, s'ils sont sélectionnés, c'est-à-dire que là, encore une sélection, mais normalement, il y a de fortes chances, c'est la même délégation qui va partir au championnat d'Europe, sauf pour Mathilde. Je crois que Mathilde passe pro aussi, normalement, pas tout de suite, mais peut-être courant de l'année prochaine, et Delphine aussi. Du coup, on va devoir peut-être revoir pour les féminines. Donc déjà, attirer plus de féminines dans le circuit, parce qu'il y a un sacré niveau, mais on ne les voit pas trop encore sur le circuit féminin, enfin FMMAF, MMA League. Et je pense que ça sera la même délégation, ouais, la même délégation. Et avant les Europes, on peut peut-être revoir Hugo Vidal, Paul et Souil peut-être, ou il n'y a y a rien de prévu? Alors, nous, on travaille avec la Bulgarian Top Team. La Bulgarian Top Team pour Hugo Vidal et je crois que Soussou aussi. Pour, pour Paul, il travaille avec Alex, The Solution. Et du coup, il trouve les combats et ensuite, il nous les propose. Moi, je donne mon avis.
le staff donne son avis, ensuite on établit une stratégie, et voilà quoi. Moi, je suis assez dur, j'essaie de vraiment trouver des combats qui vont les faire monter, Ouais. pas forcément en amateur. En amateur, on va plus accepter tout parce que c'est pour faire de l'expérience, Hmm. mais j'essaie de trouver des combats qui soient équitables ou alors un tout petit peu supérieurs à leur niveau pour qu'il y ait les mêmes chances de gagner et monter tranquillement sans gêner leur progression de carrière. Donc, je pense qu'on va aller voir, on va voir Hugo, Souil et Paul et aussi Wally très bientôt. Ok, ça marche. Ok, parfait. Parfait, parfait. J'ai ma réponse. Du coup, bah, j'en reviens forcément aux Europes en février. L'objectif, j'imagine, il est encore plus clair qu'aux mondiaux. Bon, c'est peut-être pas forcément un niveau moins élevé parce que on l'a vu, hein, il y a eu plusieurs médailles européennes aux mondiaux. Mm. Mais l'objectif, j'imagine, il est clair, hein, arracher l'or. Bah, c'est ça, ouais. Et puis, de toute façon, là, on a eu il y a 2 ans, on a eu un très, très bon, de très, très bons résultats aux Europes. Là, il va falloir recommencer. Maintenant, on a d'autres méthodes d'entraînement, on a plus de combattants, un niveau beaucoup plus élevé. On arrive sur la compétition et la plupart du temps, nos combattants sont les plus expérimentés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, gros travail de Nio Brezefin qui chapeaute tout le travail dans l'ombre de la Fédé et qui fait que des athlètes arrivent comme Hugo Vidal avec 14 combats, 13 combats en 2 ans et tout ça. Hmm. Les mecs arrivent, ils ont plus de combats que la plupart des combattants qui sont sur le championnat. Ça ne se passait pas avant. Avant, c'était plutôt l'inverse. Du coup, pour les championnats d'Europe, l'objectif est clair, c'est de performer le plus et de ramener le plus de médailles possible et avec un maximum d'athlètes. Et bah, j'ai hâte de voir ça. Et puis, vous inquiétez pas dans le chat, comme au mondiaux, je serai là pour vous. Voilà, je ferme la parenthèse. On passe au pro, si ça ne te dérange pas. Et en plus, excellent. Ouais, vas-y, On a un vas-y. message de Alex Tekena dans le chat qui nous dit le best coach et le best humain. Bah, ça, c'est parfait. Ça me fait la transition parfaite pour les athlètes professionnels que tu gères, dont Alex notamment. Et bah, je vais commencer par Ouais. le commencement. Celui dont on connaît la date et la plus grosse échéance, j'ai envie de dire, à venir, c'est Taylor Lapillus. Taylor Lapillus qui a un gros combat en janvier face à Bacharat. Et je crois que c'est Javid, si je me trompe pas. Farid Farid, et bah Bachar. c'est son frère. Et bah c'est son frère. C'est Farid Bacharat. Sacré morceau, sacré combat. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cette adversité-là et qu'est-ce qui a fait que vous acceptez, même si moi je pense que Taylor est pour moi le combattant français le plus intelligent du circuit. Euh, on fait un gros travail de tout le temps. On se passe sur un travail d'analyse de l'adversaire, donc de Bacharat, et de comment le battre et comment lui, il se prépare pour nous battre, tu vois. Euh, et du coup, avec ces deux visions-là, on crée des entraînements. Chaque jour, il y a le thème principal de la session et chaque jour, on spécifie en fonction des combattants qui sont là et qui ont des échéances. Taylor, il faut savoir que Taylor, on se connaît depuis très 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 longtemps. On s'entraînait ensemble à Vivacité tout au début. Il s'entraînait avec moi, donc avant que je parte à Miami, etc. Donc on se connaît. Euh, Ça a bien marché pour l'UFC Paris. Maintenant, il faut faire mieux. On a un autre adversaire Ouais. et entouré de ses coachs, donc qui sont Eric Cara, Abadila, Bilos, son coach de préparation physique et Mako pour le sol, en plus de tous les partenaires qu'il a ici à l'US Métro et tous les cours qu'il fait. On a une grosse préparation. Plus le temps passe, plus déjà j'ai trouvé que c'était un bon adversaire, contrairement à ce que beaucoup pouvaient dire euh, pour Taylor. J'ai trouvé que c'était un adversaire intéressant, Ouais. comme toute l'opposition. Il y a beaucoup qui ont dit ouais, tout ça, mais je pense que c'est un adversaire Qui, qui- intéressant. qui peut oser dire Non, ça en connaissant l'adversaire? là, tu sais, il est pas donné gagnant, tu vois, il est donné perdant. Ah, c'est Alors Taylor qui est favori sur le papier? ouais, Ok. non, c'est Oui, l'inverse. voilà, c'est l'inverse. Oui, oui. Et du coup, c'est pour ça que je te dis, donc pour nous, c'est un adversaire intéressant. Bien sûr, il y a toujours des risques. Et moi, je suis là pour ça, pour calculer les risques, les combler et faire pencher la balance de notre côté. Ça va être un bon combat. Un bon Ouais. combat. Taylor est de plus en plus près. Si tout se passe bien, et tout se passera bien, ça va être une performance pour Taylor. Et c'est même un adversaire qui va peut-être permettre à Taylor de pourquoi pas avoir peut-être un adversaire du top 15 au combat suivant. Peut-être. Après,
tu as vu, je connais pas trop les fonctionnements de top 15 et tout ça. Mhm. Adversaire par adversaire, je regarde aussi la possible adversité. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est certain, faire une prestation et finir le combat, en tout cas faire une belle prestation, ça peut que le propulser un peu plus haut, quoi. Et ben on a hâte de voir ça et on donnera la force qu'il faut à Taylor, en tout cas sur les réseaux, pour qu'il nous décroche cette victoire. Est-ce que tu peux nous donner rapidement un petit objectif à bon, court terme, j'imagine, c'est la victoire, et moyen terme et long terme pour Taylor à l'UFC? Je laisserai ça. En fait, tu sais, Ouais, dans notre club, moi, je suis copilote, en fait. J'essaie de pas, à part si on me le demande, mais j'essaie de pas imposer. Donc, c'est à leur discrétion. ok. Tu vois, chez nous, tu vois, à l'US Métro, c'est eux on propose et ensuite, c'est eux qui voient ce qu'ils vont faire, etc. Donc, moi, je me concentre vraiment sur la partie stratégique et entraînement. Mais je sais que Taylor, il vise le plus haut possible, hein. Ouais. Il vise le titre, c'est sûr. Et il va tout faire pour. Et il a de très grandes capacités. Il fait que s'améliorer. Et je suis très confiant pour ses. Ouais, c'est d'ailleurs, il y a une bonne remarque là dans le chat. Toi, tu nous dis que tu es copilote, mais moi, je lis partout head coach, je vois partout que tu es le coach principal. Tu serais pas plutôt le pilote qui a des copilotes? Non, je suis copilote parce qu'en fait, je leur pose des questions. Et à partir de ces questions, c'est eux qui répondent. Par exemple, on va faire une stratégie. J'essaie de pas. Moi, j'aime pas trop le statut d'idolâtre, tu vois, Hmm. du coach qui est là et qui est au-dessus. J'essaie de pas trop être comme ça. Et j'essaie d'avoir un coaching qui est adogmatique, c'est-à-dire que vas-y, je t'accompagne, on se pose les questions ensemble et on combat vraiment ensemble. Ok. Je vais autant me prendre la tête, ça se trouve, je vais regarder plus leur adversaire que eux, ils vont regarder leur adversaire. Hmm. Ça, c'est même largement probable. Et de mon expérience, je ne vais pas imposer mon avis, mais chaque jour, on va aiguiser notre approche de l'adversaire. Donc, non, je suis vraiment copilote avec les combattants. Tu as vu, je ne dis pas mes combattants ou mes élèves, je dis les combattants du club. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Et c'est un vrai travail en partenariat. C'est un vrai travail en partenariat et ça fait ça les responsabilise et ça leur donne une très grande confiance en eux que de les mettre aussi responsables de leur entraînement et de leur carrière, etc. Ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Pour Taylor Lapillus, je pense qu'on a eu toutes nos réponses. Forcément, je vais rester à l'UFC. T'as un deuxième combattant qui est là-bas et qui nous a fait une impression. J'avais envie de m'arracher les cheveux, moi, en fait, à son combat à l'UFC, tout simplement. Morgan qui a enfin fait ses débuts à l'UFC et de quelle manière. Ouais. Euh, on attend tous son retour. On attend tous son retour, Johnny. Est-ce que tu as des news pour nous? Non, j'ai pas encore de nouvelles sur son prochain combat. Je sais qu'il se maintient en forme et qu'il reste prêt. Maintenant, j'attends qu'ils me disent ouais, on m'a proposé tel ou tel combat, quoi, que Sean Shelby lui propose un combat, etc. Mhm. Euh, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Je sais qu'il reste prêt, qu'il aiguise ses armes et qu'on attend. J'ai déjà commencé à regarder les possibles adversaires. Il y en a plein. Mhm. Il n'est pas encore dans le top 15, donc il peut lui mettre n'importe qui pour le tester et pour faire une sélection avant d'arriver dans ce top-là. Donc, il reste prêt. C'est quelqu'un de très discipliné et il travaille de nouvelles armes. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout. Ça devrait quand même être début d'année 2024, peut-être, non? Ouais, je pense. Je Ok. pense que ça sera ça. Après, j'ai pas de Mhm. date précise. Ouais, bien sûr, bien sûr. En parlant de début 2024, il y a plein de rumeurs qui passent, qui circulent, qui fusent d'un UFC Paris potentiellement en mars. On a vu Fernand Lopez, le head coach du Factory, qui a dit que Cyril sera de retour en mars. D'accord. Je crois, l'équipe à Benoît Saint-Denis qui a dit qu'un retour en mars, ça serait quelque chose d'intéressant, sans pour autant évoquer l'UFC Paris. Mais moi, j'ai eu des rumeurs et plein de personnes ont eu des rumeurs comme quoi un événement à Paris serait peut-être prévu pour mars. Est-ce que tu as entendu parler de ce genre d'infos ou pas du tout? Non, j'ai pas du tout entendu parler de ça. En tout cas, j'ai pas de données sur une date ou quoi que ce soit. Ok, ok, ça marche, parfait. Et puis, une dernière petite question. L'US Métro, on a deux combattants actuellement à l'UFC. Pour moi, trois. Ah oui, alors, attends, on a Taylor, Morgan.
Il y a Nora Cornol Ah qui oui, s'entraîne à Nora. l'US Métro désormais. Bon, Ok. elle travaille aussi à côté avec son coach, mais et d'ailleurs, il vient, il lui fait la leçon aussi ici et tout ça. Et puis, elle vient très régulièrement. Donc, on peut dire que euh, qui s'entraîne au club, il y a 3 combattants de l'UFC, dont Nora Cornol. Ok. Et je pense qu'elle va avoir des propositions d'adversaires assez bientôt. Elle s'entraîne beaucoup, elle s'entraîne bien. Euh, on, je pense qu'on lui a déjà proposé des adversaires et tout ça. Elle va faire son retour, on l'a vu, hein, sur les réseaux Ouais, ouais, sociaux ouais. bientôt. Donc c'est chouette. Ça fait plaisir de participer à l'entraînement avec les autres coachs aussi qui entraînent ces athlètes de ces combattants à l'UFC. C'est top. Par contre, tu m'apprends quelque chose, Johnny, mais au dernier UFC Paris, Nora, elle n'était pas encore sous. Non, c'est Non, ça, hein. Ok, c'est non, pour ça non, que ça non. m'a échappé. Ouais, en fait, tu sais, nous, on n'a pas fait de contrat avec les athlètes. Oui, oui, oui. Ils viennent, ils payent leur adhésion, ils s'entraînent. Comme ça, ils sont libres, ils se sentent bien. Et voilà quoi. Donc, je ne vais pas dire qu'elle représente l'US Métro, mais en tout Hmm. cas, elle s'entraîne à l'US Métro. Après, si elle représente, c'est elle qui voit. Mais en tout cas, elle est souvent là, ça se passe super bien. C'est une vraie athlète. Et je pense que je suis vraiment content d'intégrer sa préparation. Tu verrais, ça envoie du lourd. Elle a un très haut niveau debout. Euh, c'est top. Ok, ok, ça marche. Et bah, du coup, bah, plus un pour les combattants de l'UFC. Et forcément, ma question est la suivante. Est-ce qu'on a peut-être de futurs combattants dans les petits papiers? Des gars qui peuvent peut-être signer assez bientôt, qui sont sous ton écurie? Euh, je pense que pas tout de suite. Ouais. Pas tout de suite. On a déjà Azael qui s'entraîne aussi ici régulièrement Mm, et mm, qui mm. combat au Bellator. Tu as Mehdi Bedlagdar. Il y a plein d'autres combattants qui performent. Il y a Marie Loiseau là, qui a battu une vétérane de l'UFC, du Bellator. Là. Elle l'a battu par étranglement dans le deuxième round. Donc on a pas mal d'athlètes. Mais on fait un gros travail de formation aussi. Et Ouais. ça, c'est très important pour les directeurs de la structure qui sont Diego et Audrey Prieto. On a un gros travail avec les loisirs et les amateurs, tu peux le voir Mm, quand mm. tu vas au cours. On leur donne des dates de compétition, que ce soit pour les novices, etc. Le but du jeu, c'est d'avoir une large base de loisirs, puis de combattants amateurs, puis de compétiteurs qui montent en niveau national, international, et ensuite qui passent pro s'ils le souhaitent. Donc, le rooster se construit. Ouais. On a de la chance d'avoir plusieurs combattants qui sont à l'UFC, mais l'équipe se construit de plus en plus et il y a déjà pas mal de talents. Et on va continuer à en créer et à favoriser leur apparition, en tout cas. Ouais, exactement. Pour le repréciser, l'US Metro, c'est pas uniquement deux ou trois combattants à l'UFC. Il y a énormément de combattants au Bellator, Ouais, énormément de combattants. Enfin, toutes les plus grandes ligues internationales ont des combattants de l'US Metro. Et puis en France aussi, pareil. On a énormément de combattants à l'Hexagone, énormément de combattants à l'ARES, etc. c'est ça. On Et a Nassim, ouais, on a Nassim Belwesh, on a Elias, on en a plein, quoi. Il y a plein de combattants qui exactement. sont là, qui combattent un peu partout, donc c'est top. C'est top, c'est top. Et bah, écoute, Johnny, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser à Johnny directement. Moi, je pense avoir fait un petit peu le tour. On a parlé des IMAF, on a parlé des combattants pro, on a parlé un petit peu de ton rôle au sein de l'UMS Métro et au sein de la fédération. Ça fait déjà Ouais, 40 minutes que je monopolise ton temps. On va pas te ça prendre passe plus de vite. temps que ça. Ouais, ça passe vite, ça passe très vite. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement te remercier, Johnny. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as Hmm. accordé. Bon, tu débordes de modestie, mais je suis obligé quand même de rendre à César ce qui appartient à César. Pour nous, et je pense que personne n'en doutera, si ce n'est pas Daniel Voirin, pour moi, tu es le coach de l'année. Johnny Frachier, très clairement, le coach de l'année. Le club de l'année, en tout cas, c'est l'US Métro. Ça, je pense que là-dessus, il n'y a aucun doute. Donc, merci encore pour cette année que tu nous as fait vivre Merci. avec tes athlètes en copilote, comme tu dis. Merci encore. Et puis, j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qui se passera en 2024, tout simplement. Je pense que c'est que le Ouais. début, non? Bah, c'est que le début, on fait un gros travail avec tous les coachs. Et puis, ben, tous les gens qui regardent, je sais pas comment on dit, les auditeurs ou les personnes qui regardent, les téléspectateurs, les téléphones spectateurs qui regardent, ils peuvent passer à l'US Métro, venir faire un cours d'essai, voir les combattants, découvrir le MMA, regarder. C'est aussi ça, avant tout, c'est les gens qui regardent, qui donnent la force au MMA. Et ça, on l'oublie, toi, les médias, etc., qui se créent, qui divulguent tout ce travail qu'on fait derrière. Et du coup, n'hésitez pas à passer, vous serez toujours les bienvenus. Avant tout, c'est vous qui donnez la force aux combattants.
Eh ben, merci beaucoup, Johnny. Les amis, que ce soit dans le chat Twitch ou sur YouTube, je vous regarde droit dans les yeux. Vous avez le arrobase de Johnny juste en dessous de son nom ici. Allez donner de la force, que ce soit à lui ou à son club ou à ses athlètes. J'imagine que tu veux surtout qu'on donne de la force à tes athlètes. Donc, Ouais, c'est le plus important. allez donner de la force à tous ces athlètes, les athlètes de l'US Métro. C'est comme ça d'ailleurs que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on permet d'obtenir des Ouais, contrats, des sponsors et tout. c'est Donc vrai. un clic n'est pas à sous-estimer, les amis. Et puis, bah, Johnny, je pense qu'il est temps de te libérer. Merci beaucoup encore pour ton temps. Et puis on se tient au courant après sur Instagram. J'ai deux, trois petites questions à te poser. On se voit à l'entraînement. Vas-y, Yes, allez, salut. exactement. Ciao, ciao. Merci, Johnny. Merci Ciao. pour l'invitation. Avec Ciao. plaisir, avec plaisir. C'est un plaisir. Ciao.